Bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévisio qui parle de QVT et rien que de QVT. Depuis fin avril, on se retrouve une fois par mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a toujours vendu. Des croyances erronées sur le travail, de la QVT bullshit. Chez Wunjo, nous sommes persuadés que la QVT est devenue un sujet sociétal et nous décidons de prendre la parole pour accélérer la transition et notamment la transition comportementale au sein de nos entreprises. Alors ensemble, on va essayer de mieux comprendre ce qui fabrique le bien-être des travailleurs et des travailleuses. On va essayer de faire souffler un vent plus positif et plus optimiste. Finalement, redonner de la valeur à la QVT. Finalement, honorer le vécu de celles et ceux qui, comme vous et nous, travaillons chaque jour. Chez Wunjo, on est un peu les colibris de la vraie QVT et c'est notre façon à nous de contribuer à l'intérêt général. Je m'appelle Emmanuelle Bessez et j'ai le grand bonheur de représenter aujourd'hui Wunjo. Nous sommes une entreprise à impact d'utilité sociale qui est née il y a 20 ans dans la grande et belle famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation spécialisé en QVT. Nous existons pour réhumaniser la vie au travail et pour faciliter les coopérations professionnelles. Notre entreprise est un petit peu atypique en termes de personnalité. Nous fédérons un collectif d'experts passionnés, généreux, militants et engagés. Et c'est un grand bonheur pour moi que de vous faire rentrer un petit peu chez nous à l'occasion de ce SAV. Et évidemment d'accueillir aujourd'hui à nos côtés Sonia Besberg. Bonjour Sonia. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et tous. Sonia est coach et formatrice. Elle est spécialisée en gestion des émotions. Elle a derrière elle une carrière dans le monde du management et elle a décidé de vouer toute sa pratique professionnelle à rendre l'entreprise plus humaine et plus responsable en accompagnant les travailleurs et les travailleuses à mieux vivre le travail. Alors, aujourd'hui, Sonia, elle est invitée à parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui concerne de plus en plus de personnes au travail, le sujet de la surcharge. L'occasion pour moi de vous remercier, pour ne pas dire vous féliciter, chers surchargés, d'avoir osé prendre le temps d'être avec nous ce midi pendant 45 minutes. Sonia va tout faire, et à moi évidemment à ses côtés, pour vous permettre de ressentir à l'issue de ces 45 minutes que vous aurez investi votre temps et que potentiellement vous allez du coup en gagner. Les sujets que nous allons traiter. Ok, c'est quoi la charge de travail? Quelle est la différence avec la surcharge de travail? D'où elle provient, cette surcharge? Quelle est finalement sa dimension objective et sa dimension subjective? Quelles sont les conséquences pour chacun et chacune d'entre nous au quotidien? Et surtout, comment on fait pour mieux vivre ces situations, pour les prévenir et pour en sortir? Alors, au programme, 35 minutes d'échange avec notre invité. Je vous indique que dans le chat sur la droite, vous avez la possibilité de déposer des commentaires, des questions, tout au fil de notre SAV, bien sûr, et que notre porte-parole s'appelle Marco. Il apparaîtra à la caméra dans quelques instants. C'est notre animateur fou. Il sera votre porte-parole directement à la caméra. Dernière chose, notre webinaire est en live et il est enregistré. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous voulez retrouver tous les bons conseils prodigués par Sonia aujourd'hui, vous recevrez de la part de Webikeo un mail automatique avec le lien vers le replay. Allez, c'est parti. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, justement, j'ai une spécialiste en face de moi, on va vous répondre tout de suite. Sonia, qu'est-ce qu'on entend par surcharge de travail? Parce que charge, comme disait Emmanuel, on comprend bien, mais surcharge de travail. Par exemple, pour moi, ça serait comme si je devais répondre à 3 téléphones en même temps. 2, ça va. Il y en a, hop, un par an. Salut, ça va? Tu veux un café? Ouais, il n'y a plus de café. Donc, on peut avoir une discussion cohérente. On peut faire bien son travail. Mais si 3 téléphones, c'est pas possible. C'est quoi qu'on entend par surcharge de travail? Avant de répondre à cette question, Marco, surcharge de travail, j'ai besoin de définir qu'est-ce que la charge. Et quand on regarde dans le dictionnaire, la charge, c'est ce que peut porter une personne.
Et donc, la surcharge, c'est ce qu'on va rajouter au niveau de la charge ordinaire. Donc, c'est ce qui peut excéder ce que peut porter une personne. En lien avec le travail, la charge de travail et la surcharge de travail sont des notions qui ne sont pas définies, pas encadrées par le Code du travail. L'idée, quand même, c'est d'essayer de les définir, de vous apporter des clés de compréhension. Donc, sur la charge de travail, pour commencer, c'est plusieurs composantes. C'est un sujet qui est quand même assez complexe parce que vous allez voir, ça a trait à un certain nombre de composantes et de sous-composantes. La première composante, c'est le rapport au temps. C'est la quantité d'heures que je vais affecter à mon travail. Maintenant, en termes de sous-composantes, ce serait intéressant de regarder combien de temps vous passez ou tu passes, Marco, puisque tu parlais du téléphone, mais ça peut être les mails. C'est combien de temps tu passes au téléphone ou combien de temps tu passes à gérer tes mails ou combien de temps tu passes en réunion. Voilà, ça, c'est déjà la composante temps. Ensuite, on a la composante rapport aux exigences de poste. Là, on va parler de la quantité de travail à accomplir et aussi du lien avec la pénibilité psychologique et physique, puisqu'en fonction des jobs, on n'a pas tous la même pénibilité. Là-dessus, va se rajouter la complexité des tâches. Les urgences qu'on reçoit par téléphone, par mail, en permanence, les interruptions aussi de la personne qui rentre dans notre bureau ou des notifications qui arrivent, mais aussi les contradictions ou les injonctions paradoxales. Ça aussi, c'est des sous-composantes intéressantes de la charge de travail. Une autre composante de la charge de travail, c'est le rapport aux exigences de performance. Donc là, on est sur tout ce qui est définition des objectifs, la formation et donc les moyens qu'on va nous donner pour pouvoir faire notre job. Là, on est dans des choses assez factuelles. Maintenant, on va passer dans des choses un peu plus subjectives, le rapport aux autres. Et là, on est dans la nature des interactions avec les parties prenantes internes, nos collègues, notre manager, et aussi externes, nos clients, nos fournisseurs, par exemple. Sous-composante, la réactivité que vont nous demander ces parties prenantes pour répondre. En fonction des personnes, le délai ne va pas être le même. Et puis après, une autre composante importante de la charge de travail, ça va être s'il y a des conflits ou s'il n'y a pas de conflits. La dernière composante, encore plus subjective, c'est le rapport à soi. Et là, on est dans tout ce qui est question de perception, de ressenti, la gestion du stress, la gestion des émotions. Donc, tout ça définit d'une certaine manière la charge de travail et qui, quelque part, est normale. Quant à la surcharge, c'est quand une personne va se retrouver avec une charge de travail qui dépasse ses ressources. Et donc là, évidemment, on ne peut pas dire que c'est OK. Il y a un déséquilibre et c'est beaucoup… on pourrait dire qu'on estime qu'on est surchargé à partir du moment où on n'arrive plus à tenir ses engagements, que ce soit ses engagements en termes de temps, en termes de qualité. Et donc, à ce moment-là, on est surchargé. Est-ce qu'Emmanuel, tu voulais rebondir sur ce que tu as dit? J'allais te demander si dans le chat, il y avait déjà des questions qui arrivaient. Oui, j'ai très envie. Il y en a plein, mais comme je D'accord. voulais éviter de me mettre en surcharge de travail, je préfère attendre un peu. Très bien. Merci de me confier la charge de rebondir sur Sonia. Je prends le poids avec bonheur. Ouais, Sonia, en fait, dans les mots que tu emploies, il y a plein de choses qui font écho à la qualité de vie au travail. Quand on rappelle que la définition de la QVT, c'est un sentiment de bien-être au travail qui est perçu individuellement et collectivement, on entend bien qu'il y a des déterminants collectifs, c'est-à-dire des choses dans notre environnement de travail, des contraintes, des exigences, qu'elles soient factuelles ou relationnelles, qui vont finalement venir impacter la façon dont on ressent le travail. Et il y a toute cette dimension beaucoup plus subjective et singulière de la façon dont tu as dit « j'estime que je suis en surcharge ».
Et en fait, là, on touche du doigt à quel point le sujet peut justement générer des conflits entre collègues ou avec les managers, parce qu'il y a la dimension objective, bon, sur déjà laquelle on va tous poser notre subjectivité. Mais en plus, peut-être que toi et moi, on va vivre le même environnement, les mêmes exigences, les mêmes contraintes de temps, etc. Mais finalement, peut-être que toi, tu vas presque t'ennuyer parce que estimer que cette charge, elle est insuffisante pour toi, là où moi, je vais être complètement sous l'eau. Tellement. Et ça, du coup, je pense que ça doit être, enfin, c'est pas, je pense, c'est hyper générateur de conflits sur le terrain, parce que pour un manager, c'est hyper facile de dire à un travailleur, non mais attends, Bilout, ça se passe dans ton cabochon à toi, en fait. Eh ben oui, c'est toute la difficulté de ce sujet. C'est que, en effet, peut-être on en parlera tout à l'heure quand on ira sur la notion d'agir, mais à un moment donné, c'est important d'essayer de sortir ce qui se passe dans notre cabochon, justement. Ah, et allez, surcharge. Service après-vente QVT, bonjour. Bonjour Laurence. Oui. Eh bien, on va poser la question. Alors, elle vient d'où cette surcharge de travail? Hop là, moi je viens de l'éviter là. Avant de dire elle vient d'où, j'ai envie de dire elle peut toucher tout le monde. On pourrait croire, et moi la première, il y a quelques années en arrière, je pensais que je pouvais pas du tout être touchée par ça. Et finalement, ça m'est tombé dessus. Elle vient d'où la surcharge de travail? Elle vient d'abord du contexte de travail. Donc, ça peut être un manque de personnel, un problème d'organisation, des délais qui sont trop courts, qui ont été mal évalués. Pour moi, c'est aussi il y a un vrai sujet derrière aussi, c'est le lien avec le digital. Depuis plus de 10 ans maintenant, il y a du digital partout, encore plus avec le Covid. On travaille énormément sur nos écrans. Et avec le digital, aujourd'hui, on est connecté tout le temps, ou en tout cas accessible en permanence. On reçoit des informations de tous les côtés par mail, par texto, par WhatsApp, par Teams, etc., etc. Et donc, la surcharge s'explique par ce contexte. Ce qu'on n'a pas dit aussi tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'il fallait aussi faire la différence entre la surcharge qui peut être temporaire et la surcharge qui est chronique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir temporairement un nouveau client, je ne sais pas moi par exemple, c'est une de mes spécialités, la gestion de la relation client, un nouveau client à gérer, et donc forcément il va y avoir temporairement le temps de mettre en place les nouveaux process, de se mettre OK avec le client, certainement une surcharge de travail. Donc il faut faire la différence entre la surcharge de travail qui va être temporaire et d'une certaine manière maîtrisée, et celle qui est chronique, qui va s'installer et qui va faire qu'à un moment donné, on va être complètement dépassé. Donc, d'où ça vient? Ça vient du contenu, du contexte de travail. Ça vient du digital, et ça vient aussi de nous, de notre personnalité, de notre histoire, de nos perceptions, de notre éducation, de nos croyances, de nos blessures. Il y a tellement de choses qui peuvent nous faire réagir, nous faire avoir des ressentis différents par rapport à la charge, et donc devenir de la surcharge à un moment donné. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu par quoi on est drivé. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand on travaille, la plupart d'entre nous, en tout cas, on est très nombreux à être en recherche de reconnaissance au travail. Et donc, derrière la recherche de connaissances, il y a des drivers. Donc, en coaching, on appelle ça des drivers. Il y en a 5. Sois fort, sois parfait, dépêche-toi, fais des efforts, fais plaisir. Derrière ça, c'est quand on était quand on était petit, on nous disait, par exemple, je vais prendre mon exemple pour rester sur des choses personnelles. Sonia, pleure pas, faut que tu sois forte. Voilà, sinon tu vas être, on va dire de toi que tu es faible. Ou alors, Sonia, il faut que tu travailles bien à l'école, il faut que tu sois parfaite, parce que sinon, potentiellement, on va te punir.
Et donc, ce qui se passe, c'est quand on devient adulte, on continue à être drivé par ça. Et donc, quand comment dire, on reçoit une injonction d'une certaine manière de l'extérieur et que on est en recherche de reconnaissance avec ses drivers, on va plus écouter nos besoins et on va se laisser surcharger parce que on veut être parfait, parce qu'on veut être fort, sinon on a peur de pas être reconnu et on a peur d'être rejeté. Donc en fait, tout notre libre arbitre est littéralement entaché par ces petites voix à l'intérieur de nous qui nous disent qui on est, comment on doit se comporter, là où est le bien, là où est le mal. On pourrait d'ailleurs transmettre à nos participants le lien vers le test qui permet d'évaluer où on en est sur ces 5 drivers. C'est une théorie qui nous vient de l'analyse transactionnelle qui a des apports absolument merveilleux. Sonia, moi, quand je t'entends raconter tout ça, je vais revenir juste sur l'échelle collective. Ce qu'on voit dans les entreprises aujourd'hui, c'est que c'est une vraie problématique RH au départ qui va générer en cascade, finalement, un peu effet papillon, plein de problématiques. Et du coup, la surcharge de travail va être un symptôme qui va apparaître à cause de ces problématiques RH de départ. Je m'explique. Aujourd'hui, le grand mal de notre société et de notre univers de travail, c'est l'absentéisme. Des personnes qui sont de plus en plus en arrêt de travail et encore une fois, on ne va pas se prendre la tête sur les arrêts de complaisance. On parle de 2% des arrêts de travail en France, donc des vrais arrêts de travail justifiés. Je dirais même, j'ouvre la parenthèse, mais qui ne sont pas suffisamment nombreux par rapport à la réalité de la souffrance au travail. Mais on voit dans des entreprises de l'absentéisme avec des arrêts de travail de plus en plus nombreux, répétés, de plus en plus longs. Et on voit ce qu'on appelle le taux de turnover, c'est-à-dire les effectifs qui se vident petit à petit avec des personnes qui décident de claquer la porte de l'entreprise parce que justement, l'expérience de vie que ces personnes font dans le travail n'est absolument plus salutaire. Elle les abîme et ils ne veulent plus perdre leur vie à essayer de la gagner. Et donc, ces équipes qui essayaient déjà de se battre chaque jour pour être productives, qui essayaient tant bien que mal de prendre soin d'elles et de vivre une vie au travail plaisante, se retrouvent amputées d'effectifs et donc de collègues qui n'étaient pas là par hasard, qui avaient une fiche de poste, qui avaient des missions, qui étaient compétents. Et donc, les équipes se retrouvant en sous-effectif, le personnel qui reste récupère la charge de travail. Parfois, on est tellement dans le speed parce que tout accélère qu'on ne prend absolument pas le temps de réorganiser le travail, de se poser la question, finalement, on était 5, on est 3. Qui est-ce qui est compétent là-dessus? Qui est-ce qui a plaisir à faire ça? Chez qui c'est nourricier? Tiens, qui est-ce qui aurait plus de temps pendant cette période-ci? Parce que, j'en sais rien, le conjoint n'est pas là, parce qu'il n'y a pas encore d'enfants, parce qu'il y a une envie, je ne sais pas. Mais donc, on ne prend pas le temps d'observer la situation et de refaire bouger les lignes pour que ça reste confortable pour tout le monde. Ouais. Donc, on récupère déjà le sac à dos est bien chargé. Hop, le sac à dos, il est encore plus lourd. Et donc, on commence à vivre de la surcharge de travail et les personnes finissent par, je pense qu'on va en parler, mais être moins motivées, être moins compétentes, etc. Et là, les employeurs et les RH, ils nous disent, allez, chez Wunjo, aidez-moi à recruter. On va travailler sur notre marque employeur. Ok, alors racontez-moi, qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qu'on a de bon à raconter aux candidats? C'est un peu la misère. On court après le temps, on n'est pas assez nombreux. Et donc, du coup, on a des difficultés de recrutement parce que ce qui se vit à l'intérieur de l'entreprise n'est absolument pas sexy et attractif. Donc, comme on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à remonter les effectifs et le chat se mord la queue. C'est ça, exactement. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui. Mais on va poser la question tout de suite, oui. Dis donc, Sonia, qu'est-ce qu'on observe c'est quoi les stigmates d'une personne qui vit une surcharge de travail? Comment ça s'observe, ça, quelqu'un qui est en surcharge de travail? Ça s'observe par tout un tas de symptômes. On va dire qu'en fait, quand on est surchargé, on va avoir des symptômes de stress chronique qui vont apparaître. Juste pour faire une aparté sur le stress, à la base, le stress, il n'est pas mauvais du tout. Il est là pour nous apporter des ressources, pour nous permettre de faire face à une situation qui nous permet de nous adapter.
Sauf que quand on est en surcharge, on se retrouve en stress chronique, donc à produire des hormones de stress en permanence dans notre corps qui vont faire que il va y avoir tout un tas de symptômes. Donc l'idée, c'est de tourner le regard vers l'intérieur, mais ça, on va en parler après. Les symptômes, c'est des symptômes physiques. La première, souvent, ce qui se passe, c'est que on a des tensions, on a des douleurs qui apparaissent qu'on n'avait pas parce que notre corps parle. Figurez-vous. Et donc c'est lui qui va nous montrer. Il va y avoir des symptômes cognitifs, de l'anxiété. On est toujours en train de ruminer. On va avoir de la surcharge mentale. Il va y avoir également des problèmes de mémorisation, des problèmes de concentration, de la dévalorisation, puisque forcément, quand on est surchargé, on est débordé et on n'y arrive plus. Donc, on peut être dans la culpabilité, on peut se trouver nul, on peut vraiment se descendre, ça peut aller très loin. Il y a aussi des symptômes émotionnels, comme l'irritabilité, la nervosité. On va se mettre à pleurer, on va avoir envie de tout envoyer balader, et ça peut amener clairement au burn-out. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère ce sujet. D'autres éléments aussi, des impacts sur l'efficacité personnelle, sur les relations également. On peut avoir des relations qui sont complètement détériorées au travail. Et puis ce que j'ai pas dit évidemment, c'est les effets sur le collectif et sur la performance collective, la productivité, la contagion émotionnelle qu'il peut y avoir. Ça peut être très très néfaste. Donc il y a tout l'animal qu'on est qui en souffre dans sa chair, voilà, dans son âme. Puis moi j'aime bien rappeler que on va au travail pour travailler et pour bien faire son travail. Souvent, tu sais, en QVT, on nous parle, oui, bien-être, les massages, les trucs. Ok, bien sûr, hein, prenons soin de nous, de notre hygiène, etc. Mais quand on va au boulot, on y va pour transformer une réalité, pour partir d'un point A à un point B, pour être l'acteur de cette transformation. On y va pour être efficace. Il n'y a pas un seul travailleur le matin qui se dit pas, aujourd'hui, je vais faire des choses utiles, je vais être compétent, je vais être efficace. Et il en va de notre estime personnelle. Tu parlais de la reconnaissance tout à l'heure, c'est exactement ça. Et donc, du coup, si, parce qu'on a qu'on est qu'on vit cette surcharge de travail, en tout cas qu'on la perçoit, qu'on la ressent comme telle dans notre corps, du coup, on n'arrive plus à produire la qualité de travail qui est attendue par l'extérieur, mais que bien souvent aussi on se fixe en tant qu'exigence personnelle. Donc là, ça devient un cercle vicieux, finalement. C'est ça, exactement. Et c'est un cercle vicieux qui va pas rester juste dans notre individualité, quoi. C'est un cercle vicieux qui va avoir un impact sur tout le collectif. Voilà, c'est ça, sur l'équipe et l'entreprise. Et ce que tu parlais tout à l'heure. SAV de la QVT, bonjour. Oui, Cécile, bonjour. Oui, on va demander ça aussi, oui. Alors, Sonia, il y a Cécile qui voudrait avoir quelques outils pour gérer au mieux, justement, sa surcharge de travail. Comment on peut aider ces gens? La première chose, c'est d'en prendre conscience. Moi, j'aime bien dire que il va falloir ralentir. Alors, c'est pour quelqu'un qui est surchargé, c'est pas facile d'entendre dire il va falloir ralentir. Néanmoins, voilà, comment je peux parler de surcharge de travail à mon manager ou avec mes collègues si je sais pas de quoi il s'agit. Donc faire un petit audit, c'est-à-dire tout sortir de ce qu'on a à l'intérieur de nous et revenir. Donc Cécile, c'est revenir sur les composantes de la charge du travail qu'on a vu en début de webinaire. C'est aller voir combien de temps vous travaillez, est-ce que vos objectifs sont clairs, allez sur les choses les plus factuelles possibles, donc regardez le nombre de mails, vos temps de connexion, etc. Et observez ce qui se passe dans votre corps.
Observez comment vous vous sentez, au niveau de vos sensations, au niveau de votre sommeil, au niveau de vos émotions. C'est comment je peux faire sortir le trop. Je constate qu'il y a du trop, le trop sur une feuille de papier et écrire. C'est vraiment une façon de s'alléger. Donc ça, c'est la première étape. Je prends conscience. La deuxième étape, c'est est-ce que je peux accueillir que c'est ce que je suis en train de vivre? Avant de vouloir changer tout ça, aller vite passer aux solutions, c'est est-ce que je peux accueillir en me disant voici ce que je fais comme expérience, voici ce que je vis pour l'instant, et avec cette chose dans la tête qui dit que tout change. Parce qu'en fait, tout change, rien n'est figé. Le seul truc qui fait que ça change pas, c'est qu'on résiste et qu'on ne veut pas accepter les situations. Et donc, on se met encore plus en résistance et ça génère encore plus de mal-être. Donc, l'idée, c'est d'accueillir. Et en faisant ça, ça fait de l'espace d'une certaine manière. Et donc, à ce moment-là, on peut agir en conscience. Agir comment? La première chose, c'est d'en parler. D'en parler avec vos collègues, avec votre manager. Pour moi, le manager, j'ai été manager dans mon ancienne vie professionnelle. Le manager a ce rôle d'écouter. Donc, l'idée, c'est d'arriver avec votre manager avec le plus de choses factuelles possible, mais aussi de partager votre ressenti dans votre humanité. Donc ça, c'est une clé importante pour ensuite pouvoir identifier comment vous, avec votre manager, vous allez pouvoir voir de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'enlever de la charge et de la basculer peut-être sur d'autres personnes si c'est possible, peut-être de vous former, de vous aider à mieux gérer votre stress, à mieux gérer votre organisation, votre temps, la communication, parce que ça aussi, ça peut être une vraie problématique. Donc ça, c'est un premier point. Je te vois, Emmanuel, est-ce que tu as J'aimerais tellement rebondir sur chacune de tes phrases. Moi, bien sûr. Ouais, juste une toute petite aparté par rapport au rôle du manager. Ouais. Là, je fais l'exercice empathique des personnes qui sont avec nous là en live et qui seront avec nous en différé, qui ont un manager qui n'écoute pas, avec lequel ils ne se sentent absolument pas à l'aise pour dire ce qui se passe pour eux. Et je trouve ça extrêmement précieux, le conseil que tu donnes de faire la photo d'éléments extrêmement factuels pour ensuite dire, voilà comment moi je vis ces éléments factuels. Parce que du coup, c'est un peu balle au centre. Je rationalise. Voilà, j'ai 25 tâches dans la journée. Concrètement, j'ai n'importe quoi, j'ai 7 heures si je suis sur un contrat classique. Moi, ces tâches-là me prennent en moyenne ça. Donc, en fait, ça permet de mettre une forme d'objectivité pour éviter de tomber dans ce piège de la psychologisation quelque part et du déport de responsabilité intégrale sur l'individu au travail. Je ne sais pas qu'on n'a pas des responsabilités personnelles, bien sûr, mais et parfois, ça peut être juste du coup un outil de dialogue avec le manager parce qu'il va se dire, mais attends, c'est 25 tâches, tu me dis quoi là? Tu mets 15 minutes pour faire ça? C'est pas normal. Et du coup, on détecte que c'est pas un sujet de surcharge par un problème d'organisation ou de mauvaise gestion des émotions. Peut-être la personne a un problème de compétence. Tout à fait. Et ça n'aurait pas été diagnostiqué s'il n'y avait pas eu cet audit que tu proposes. Allez, je rends la parole. Vas-y. Ouais. Une autre idée d'action, c'est d'identifier ce que j'appelle les mangeurs de temps. On en a plein, on se rend pas compte. Il y a toujours pour moi l'extérieur et l'intérieur. Donc il y a des mangeurs de temps intérieurs. Le perfectionnisme par exemple, le fait de revenir sans arrêt, de changer les points, de changer les phrases. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais moi ça m'a beaucoup parlé et ça peut me parler encore. J'ai besoin vraiment d'être vigilante par rapport à ça. Un autre mangeur de temps, ça va être le manque d'organisation ou le manque de planification. Je vous donne un exemple qui est extérieur, mais j'aime bien prendre des images. Vous allez faire vos courses au supermarché, vous faites pas de liste. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez oublier des choses ou vous allez à la facilité. Quand on laisse nos mangeurs de temps nous je trouve pas le mot, nous manger à l'intérieur de nous, on va aller à la facilité
et potentiellement, on va oublier des choses. Un autre mangeur de temps, ça va être le stress, ça va être la fatigue et ça va être aussi le fait de ne pas savoir dire non. Ça, c'est aussi une clé importante que j'aborderai après. Un mangeur de temps, des mangeurs de temps externes, ça va être votre manager ou des collègues ou des clients qui vous interrompent tout le temps, qui vous racontent leur vie aussi. Ça, c'est un truc voilà, quand on sait pas arrêter, dire ben non, mais là, moi, j'ai un truc important à faire. Voilà, mangeur de temps, trop de réunions, des réunions qui sont mal organisées, il n'y a pas d'ordre du jour, des interruptions, un problème de réseau, enfin voilà, il y a plein de mangeurs de temps. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez identifié vos mangeurs de temps, c'est comment vous allez agir. Donc évidemment sur le perfectionnisme, tout ça, il y a un travail de développement, d'évolution personnelle plutôt à faire. Mais vous pouvez tout simplement, au niveau de la gestion du temps, vous aider de la matrice Eisenhower, qui est un outil qui permet de planifier ses tâches, qui va vous permettre de voir ce qui est important et ce qui est urgent. Donc voilà, ça c'est une première idée. Vous allez voir sur Internet, matrice Eisenhower. Et une autre idée pour la gestion du temps, c'est de séquencer vos tâches. Plutôt que de vous laisser interrompre tout le temps, plutôt que de fonctionner avec toutes les applications ouvertes, c'est de faire un peu comme, vous voyez, une commode. Quand vous avez une commode chez vous, vous n'avez pas les tiroirs qui sont tous ouverts en même temps. L'idée, c'est vous ouvrez votre tiroir mail et vous faites vos mails. Vous refermez le tiroir. Vous ouvrez votre tiroir, je sais pas, appel d'offres par exemple. Vous faites les appels d'offres et vous refermez le tiroir. Alors, ça demande évidemment de l'organisation, ça demande de la communication aussi en collectif pour faire comme ça. Mais néanmoins, à un moment donné, c'est hyper important d'aller sur ce terrain-là. Je rebondis sur la clé apprendre à dire non. Souvent, on ne sait pas dire non. Et pourtant, c'est hyper important de poser des limites. Dire non, ça veut pas dire non fermement, et ça peut être dire non, pas maintenant, non dans 3 heures, non dans 2 jours. Mais dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. Et à un moment donné, quand on est surchargé, on n'a plus le choix que de se dire oui, ou alors après, le risque, c'est vraiment qu'on s'écroule, quoi. Donc voilà, des idées comme ça. Évidemment, il y en a d'autres. Pour moi, il y a la notion de pause qui est extrêmement importante. Pensez à faire des pauses. Pensez à respirer au travail, à aider votre cerveau à se régénérer. Il a besoin Enfin, on est comme des marathoniens qui feraient un marathon sans boire de l'eau pendant 40 kilomètres. On bosse comme des tarés et je me mets dedans. Ça m'arrive encore maintenant. Je suis un petit peu plus vigilante, mais voilà, faisons des pauses j'en sais rien, technique Pomodoro, 25 minutes de travail ou 45 minutes de travail et 5 minutes de pause. Si vous pouvez pas prendre 5 minutes, faites au moins 60 secondes, fermez les yeux, vous respirez, vous mettez devant la fenêtre, vous regardez, le ciel, mais pensez vraiment à vous reposer, à vous reposer au travail. Non. Ça enchaîne. Oui, service après-vente d'activité. Bonjour. Bonjour Ghislaine. Oui. Oui, on parle d'avenir, oui. Allez, je pose la question. Ghislaine nous pose une question. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider à surmonter cette surcharge de travail? Ce qui me vient comme ça, c'est qu'en fait, tous les outils numériques numérique, digital, donc intelligence artificielle y compris, à la base, ils sont pas là pour nous desservir, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous permettre de gagner du temps, normalement. Mais à un moment donné, il y a le revers de tous ces outils. Donc, je suis pas sûre que ça dépend comment on l'utilise, en fait. Ça dépend comment, voilà. Comme tous les outils. C'est ça, exactement. On a un client nous, qui s'est mis, qui est fanat d'informatique, qui s'est mis à écrire tous ses messages de communication interne pour son équipe en utilisant ChatGPT. Ouais. Et donc, ça l'a beaucoup amusé. Il a un côté très malicieux. Il envoyait sa petite requête, il récupérait le message et il l'envoyait. Et en fait, ses équipes se sont rendues compte très rapidement que c'était pas lui.
Et alors là, derrière, le temps que ça lui a demandé, Et oui. les explications. Alors évidemment, il a dit qu'il avait envie de s'amuser, hein, mais il y a certaines personnes qui l'ont super mal pris en disant, écoute, tu es notre manager, nous, on connaît ton style, ton humour, ta façon à toi de communiquer, on est là parce qu'on aime cet état d'esprit-là. Et là, en voulant utiliser le digital, finalement, on a perdu une forme de connexion avec toi. Donc, il a cru qu'il allait gagner du temps. Et en fait, ça a même eu des effets pas confortables, en fait, hein, dans la relation. Clairement. Donc, Je voulais rebondir là sur l'histoire des pauses, Sonia. Effectivement, donc méthode Pomodoro, hein, qui est super sympa, en tout cas à expérimenter. Il y a une étude en 2003 en Angleterre qui, elle, a fait la démonstration que l'être humain a besoin de faire une pause intellectuelle toutes les 15 minutes. ouais. Et souvent, en formation, on nous dit, les apprenants n'ont que 20 minutes de concentration. Faites des séquences de 20 minutes, voilà, switchez de technique, faites du participatif pour qu'ils soient impliqués, etc. Quand on se dit que c'est toutes les 15 minutes, alors, moi, j'ai fait cette expérience en bonne hyperactive. Et en fait, en sortant toutes les 15-20 minutes, en prenant juste une toute petite respiration, mais très court, hein, vraiment, je m'accorde quelques instants. Et je discute pendant cette pause. C'est-à-dire que je ne suis pas en pause cérébrale totale, je suis en discussion. Et en fait, je fais du reporting de ce que j'étais en train de faire. C'est incroyable. Je retourne m'asseoir et j'ai eu un insight. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'exprimer ce que j'étais en train de faire m'a amené une clarté en 30 secondes. C'est impressionnant. En fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre cerveau. En fait, dès qu'on arrive, on arrête le stimuli extérieur. Alors, je ne sais pas si tu étais exactement dans ce cas-là. Mais là, j'entends que tu verbalisais d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas de stimuli extérieur. C'est juste ce qui sort de toi. Et en fait, on active le mode par défaut de notre cerveau quand c'est comme ça. Et donc, notre cerveau, lui, on a l'impression qu'on fait rien, entre guillemets. En tout cas, on n'est plus en train de travailler, en train de parler, enfin, d'être stimulé intellectuellement. Et en même temps, notre cerveau, lui, il resynthétise l'information, il fait tout plein de choses. Et donc, ça nous permet en fait de retrouver de l'énergie, de retrouver de la concentration, d'avoir des nouvelles idées. Des fois, on a des doutes sur nos décisions, mais faites une pause, quoi. Faites une pause. Respirez, mettez-vous devant la fenêtre, écoutez une musique, mais juste un truc c'est quasiment pas de sollicitation et voyez ce qui se passe. Oui, mais d'ailleurs, justement, j'ai le stimuli de la cantine qui est en train de me chatouiller un petit peu. Et oui, parce qu'il est déjà 12h52. Donc, je vais être obligé d'y aller parce qu'après, sinon, la cantine, elle va être surchargée. Alors bon, allez, au prochain SAV. Salut les filles. Salut Marco. Salut Marco, merci. Bon, lui, il n'est pas candidat au burn-out. Hein. Ça, c'est très, très clair. Lui, c'est inspirant. Il sait faire des pauses. Il sait gérer ses priorités et faire des pauses. Ouais, c'est exactement ça. Je voulais juste rebondir sur quelque chose avant qu'on conclue ou qu'on prenne une dernière question dans le chat, parce que maintenant qu'il est parti, moi, je vais être en surcharge, il va falloir que je fasse deux choses en même temps. Je voulais juste rebondir sur ce qu'on voit, et puis je vais m'inclure dedans, c'est quand il y a de la surcharge, le réflexe, c'est je vais travailler plus. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que je vois bien qu'il y en a tellement plein. J'ai tellement envie de donner satisfaction pour l'extérieur, encore une fois, et pour moi. J'ai tellement, c'est même plus une envie, ça devient un besoin, que du coup, je vais travailler davantage. Donc, ça veut dire que je vais élargir mes horaires de travail, je vais faire des heures sup, voilà. Sauf que, c'est quoi les conséquences de travailler plus? Est-ce que c'est vraiment une grande idée? Ben non. Ah non, à un moment donné, c'est une question d'énergie. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup parler d'énergie, mais en fait, dans la vie, il y a deux phases. Il y a la phase mouvement ou action et la phase régénération ou repos. Et donc, à un moment donné, quand on est toujours, vous imaginez un cadran. À gauche, on est dans le repos et à droite, on est dans l'action. Si on est toujours là, à un moment donné, en élargissant nos horaires de travail, en travaillant plus, on va aller où? Dans la zone rouge. La zone burn-out, par exemple, la zone accident, la zone danger. Donc, l'idée, en fait, c'est d'osciller entre les deux, quoi. Pomodoro, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va bosser pendant 25 minutes. Alors, le compromis entreprise, c'est plutôt 45 minutes en moyenne, mais on va bosser pendant 45 minutes. L'idée, c'est de retourner en mode régénération pendant 5 minutes.
Et régénération, c'est pas aller sur son écran pour regarder Facebook ou ses mails. C'est marcher, Sonia, c'est boire un TikTok café. qui est à la mode maintenant. On dit Comment? plus Facebook, on dit TikTok. On Ok, dit Insta. d'accord. Ouais, mais moi j'ai 53 ans. Bon, c'était la petite blagounette pour ouais, te repiquer la parole parce que on pourrait passer toute l'après-midi à continuer d'en discuter, bien sûr. C'est clair. Sonia, est-ce qu'il y a juste une idée, juste pour finir sur cette conclusion, est-ce qu'il y a une idée que tu as envie de transmettre en conclusion? Quelque chose que tu n'as pas exprimé ou une idée que tu as envie de réancrer? Moi, c'est vraiment redire, mais je crois que je ne l'ai pas dit jusqu'au bout, c'est penser à vous décharger et penser à vous recharger. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste et c'est ce que j'étais en train d'expliquer avec mon curseur là. Mais pensez aussi à vous recharger en dehors. Il y a le travail, mais il n'y a pas que le travail. Et pensez à faire des activités qui vous font du bien. Et même si vous êtes en action, en mouvement, vous allez voir que ça vous donne de l'énergie et ça va vous aider aussi à retrouver aussi de la clarté, tout ce qu'il faut pour y voir plus clair et aller mieux au travail. Merci Sonia pour tes précieux conseils, pour ton énergie. Voilà, j'espère sincèrement que chacune et chacun d'entre vous se dira « Ok, j'ai tendance à vivre de la surcharge, mais alors là, je repars avec des bons conseils et je vais tester. » Si évidemment, vous avez envie de continuer à échanger avec nous, si vous avez des questions, Sonia, elle a parlé d'un certain nombre d'outils ou de méthodes pendant le webinaire. Si vous voulez avoir des liens, des ressources, vous n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez flasher le code pour avoir accès à un petit formulaire. Il y a un bouton en haut de votre écran qui vous permet aussi d'échanger avec nous. Donc, n'hésitez pas. On fait de l'éducation populaire chez Wonjo. On partage nos bons plans. Donc, allez-y, profitez-en. J'avais envie de faire un petit focus pour te rendre honneur, Sonia, à ton implication au sein du collectif des prestataires de Wonjo. Sonia anime des interventions dans le cadre de notre organisme de formation. Tu en as un tout petit peu parlé du burn-out, mais évidemment, Sonia pourrait nous en dire beaucoup plus et c'est ce qu'elle délivre à l'occasion de la formation sur la prévention du burn-out. Et comme la gestion des émotions et du stress, ou en tout cas leur régulation, leur acceptation, leur accueil de toutes ces émotions, ça fait partie de ses spécialités. Elle propose un format conférence court d'1 heure, 1 heure et demie, un format un peu plus long, une causerie entre 2 heures et une demi-journée. Elle a également un format de formation sur une journée et ensuite un module parcours qui est nouveau, qu'on est en train de lancer avec quelques modules qui s'étalent dans le temps et qui vous permettent au fur et à mesure des apprentissages, d'ancrer les apprentissages, de tester et de revenir à la session suivante pour vérifier que vous musclez votre compétence à bien vivre avec votre monde intérieur. Et puis, elle a une formation dédiée à la charge mentale. On aurait pu en dire encore beaucoup ce matin sur ce sujet. Nous autres, êtres mentaleux avec ce cerveau qui tourne très vite et très fort. Ma collègue Julie, qui était en modération dans le chat, vous a à 2 ou 3 occasions pendant ce SAV délivré une proposition cadeau. Alors, chez Wonjo, comme on est une boîte de l'économie sociale et solidaire, sachez qu'on investit 20% de nos ressources dans du bénévolat et dans des cadeaux pour faire avancer la société civile et évidemment les acteurs professionnels. Et on a l'immense bonheur et fierté d'avoir conçu, après plus de 3 ans de R&D, une web application qui s'appelle Ma QVT et qui permet de réaliser un autodiagnostic de votre QVT personnelle. Donc, au filtre d'un questionnaire qui n'est pas intrusif, mais pourtant qui est profond, qui est sensible, qui est complet, vous allez pouvoir obtenir un indice et des rapports autoportants vous permettant de savoir ce qui va bien pour vous au travail et ce qui va moins bien. Et je tiens à souligner que Sonia fait partie des consultantes en capacité à vous accompagner sur ces audits. Donc, si vous avez plaisir à passer 1 heure en tête-à-tête, tout à fait gratuitement, pour faire le point sur vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que Julie vous a transmis. Voilà, écoutez, on va se retrouver si ce format vous a plu, si jamais vous le découvriez aujourd'hui. Si vous avez plaisir à revivre un SAV de la QVT, ce sera pile poil dans un mois, lundi 20 novembre. Donc, ça sera un lundi cette fois-ci. Le créneau horaire a légèrement bougé. On passe de 11h30 à 12h15. Et j'aurai le grand bonheur de partager l'écran avec Grégory Tuc, qui est aussi un membre de notre équipe et qui est notre monsieur handicap, qui nous parlera de la façon dont l'intégration
et l'inclusion des personnes en situation de handicap peut permettre de nourrir les objectifs de performance sociale, évidemment, de l'entreprise et sa performance économique. Alors, cap ou pas cap, on se donne rendez-vous le 20 novembre et vous pouvez cliquer sur le bouton en haut de votre écran si vous souhaitez vous inscrire directement. Sinon, Webikeo vous fera la petite proposition. Si vous avez kiffé le SAV, mettez-nous une super note et racontez-nous dans les commentaires pourquoi. Si vous avez trouvé ça nul, dites-le nous. On adore les feedbacks et on les prend toujours de manière constructive. On vous souhaite un bon appétit. Merci d'avoir été avec nous. Merci Sonia. Merci Marco. Merci. Lui, la reconnaissance, je pense que ce n'est pas un sujet pour lui. Et merci à Julie qui a été votre interlocutrice dans le chat. Et je vous lance le petit jingle pour vous dire au revoir.